Cool vibration. Salut les petits garagistes. Alors aujourd'hui on va essayer une voiture japonaise. On va essayer un petit coupé sport des années 80, quelque chose qui a aux environs de 1600 cm3, 16 soupapes, et c'est une propulsion blanche et noire. Ouais, évidemment on va pas essayer cette merveilleuse Honda CRX. Malheureusement pour vous, ce sera pour la prochaine fois. Non, aujourd'hui c'est notre ami Projet 86 de la chaîne du même nom qui va nous prêter cette merde. Et merci quand même. Même un tas de merde, ça peut rouler. A tout de suite après le générique. Three, two, one. La Toyota Corolla Sprinter Trueno, plus connue chez nous sous le nom barbare de AE86 ou juste 86, prononcée Hashiroku si vous voulez vous la jouer puriste. Elle est à la fois très connue et surtout très rare chez nous. Il faut dire qu'avec à peine 248 exemplaires vendus dans l'Hexagone à l'époque, elle ne risquait pas de croiser mon chemin aussi souvent que sur PlayStation. Et pourtant, j'ai de nombreuses fois failli en acheter une. Pour me consoler de ne jamais avoir sauté le pas, je me console avec la série Initial D. Et c'est d'ailleurs la réplique de l'héroïne de cette série que Quentin nous confie aujourd'hui. La 86 pour moi c'est évidemment une voiture magnifique. Parce qu'elle est petite, parce que c'est un coupé 80s, parce qu'elle a des pop-up, et vous le savez très bien, pop-up is sex, c'est comme ça. Bref, soyons francs, la caisse n'a pas eu la chance d'avoir un coup de crayon joyeux. Je veux pas dire qu'elle est moche spécialement, mais elle a juste un physique typiquement japonais et ne plaira pas à tout le monde. Quid de la face avant avec ses grilles d'aération, le capot très plongeant, les anti-brouillards ou encore les phares rétractables qui l'ancrent définitivement dans la décennie du Rubik's Cube et de la nuque longue. Cela étant, les boucliers proéminents et les ailes bombées accentuent un côté sportif très discret. La couleur panda souligne, elle, une ligne très cubique et très futuriste pour l'époque, et bien que la ligne de toit soit assez haute au final, le dessin reste franchement très équilibré. À la voir de dessus, on ne peut qu'admettre cette vérité. À l'intérieur de notre Hashiroku, les années 80 sont omniprésentes. Typique, et c'est un régal. L'ambiance Goldorak très angulaire est présente absolument partout, et présentée de surcroît avec des couleurs flashy. On adore ou on déteste, mais la personnalité de cet intérieur ne peut laisser indifférent. Le top reste que la finition est franchement bonne, et même si certains matériaux ont terriblement mal vieilli, force est d'admettre qu'en France et en Italie, à la même époque, on ne savait pas forcément faire mieux. La banquette arrière, elle, en plus d'être confortable, permet à de grands dadais comme moi de s'y poser sans que les genoux ni la tête ne rencontrent d'obstacles. À l'avant, le style digne de Gandini propose un confort très appréciable et un maintien du dossier Anthony Campecchi. Pour le reste, la 86 a un sens bien à elle de l'ergonomie. Un peu à la manière d'une Citroën BX avec ses commodos. La BX qui a d'ailleurs été dessinée par Gandini. Bon, trêve de conneries, on aime ou on déteste. C'est ni bon, ni mauvais. Bref, concernant le combiné, c'est bien présenté, le compteur change de couleur aux environs de 100 km/h pour nous prévenir d'un excès de vitesse, on se rappelle qu'on est au Japon, et le compte tour affiche lui fièrement ses 8000 tours minute. Bien sûr, une zone rouge aussi qui commence au-delà des 7000 tours minute. Ça laisse augurer de franches parties de plaisir. En bonus, la pression d'huile est présente. Alléluia. Du coup, même si elle est difficilement lisible à l'usage, je n'en tiendrai pas rigueur tant je suis content qu'elle soit là. Et enfin, si vous aimez les voyages, le coffre est logeable.
pour un couple ou plus même. Mais il faudra faire avec un volume réduit en hauteur, faute au différentiel, et un seuil de chargement terriblement haut, comme on aimait le faire à l'époque. Sous le capot, un moteur qui ne connaît pas Pasteur tant il a la rage. Le 4AGE est un moteur comme je les aime, 1587 cm3 de bonheur en alu. En 1983, il était à la pointe et comparé, encore une fois avec ce que l'on faisait avec nos Elite 6 en Europe, bah ça n'a rien de ridicule. Les 124 chevaux annoncés mettent à mal les Ford Escort XR3i et autres 205 GTI à la même époque. Et que dire des doubles arbres à cam en tête et des 16 soupapes qui renvoient la R11 Turbo au rang d'antiquité alors que cette dernière n'est même pas encore sortie. L'écart en chiffres est significatif. La vitesse maximale de 200 km/h en Europe est plus élevée de 10 km/h par rapport à une 205 GTI. Et le 0 à 100, abattu en 8 secondes 5, est un temps concurrentiel comparé à la Golf de GTI qui lui rend 1 seconde 2. En gros, la plus vieille semble être la plus combative. Mais sur la route, est-ce que cela va se confirmer? Réponse tout de suite. À rouler la Hachiroku, c'est juste exactement ce que je m'en faisais comme idée. Typiquement japonais. À bas régime, c'est terriblement rond. Le comportement est très sérieux, bien que permissif, et le moteur tourne comme une horloge, sans jamais se révéler réellement compliqué ou trop creux pour circuler. De plus, cette propulsion permet un rayon de braquage terriblement réduit, vraiment pratique pour nos merveilleuses routes normandes du jour. Niveau moteur, le 4AGE fait des merveilles. Les accélérations sont une franchise époustouflante au vu de sa faible cylindrée et la sonorité accentuée par l'échappement Fujitsubo nous incite à sacrifier notre permis sur l'autel du plaisir auditif. Ce moteur est tout bonnement dispo à tous les régimes et commence réellement à se montrer rageur passé les 4000 tours minute. Régime où l'on voit l'aiguille du compte-tour virevolter avec la légèreté d'une plume vers la zone rouge. La boîte est elle aussi une merveille. Plutôt courte, elle permet néanmoins de circuler à allure légale sans nous fatiguer outre mesure les esgourdes. La seconde monte facilement à 90 et en poussant la 3, nous rappelle qu'on a dépassé les 100 à l'heure et qu'il est temps de lever le pied pour notre santé financière. La commande de boîte est-elle d'une précision rare et d'un maniement jouissif? J'entends par là un verrouillage franc mais sans excès. Et bien que les débattements puissent paraître plus longs qu'ils ne le sont à cause d'un long levier, il n'en est rien. La commande de boîte, c'est être très rapide. Châssis, transmission et direction, on parle ici de ce qui selon moi a causé outre les quotas l'échec de la 86 en France et parallèlement son succès au Japon. C'est le fait que ce soit une propulsion. Et ouais, à l'époque en France, propus ça voulait dire dangereux. C'est bien dommage parce que la 86 a une tenue de route vraiment tout sauf angoissante. Plus bien qu'elle soit un peu sèche à l'amorti, elle reste vraiment confortable. Son équilibre grâce à un moteur très reculé permet de faire pivoter la voiture au gaz, assez naturellement en plus. Le train avant s'inscrit sans grande peine, un petit coup de frein pour la forme et hop, la voiture se place sans broncher. Malheureusement, dans la grande tradition japonaise, la direction, bien que précise, est un peu trop démultipliée. Et l'effort pour bouger le cerceau par moment nous rappelle clairement l'absence de direction assistée. C'est dommage. Faites une petite série de 20 pompes avant de démarrer la bagnole pour sortir d'un créneau, ça peut toujours servir. Mention spéciale cela étant pour le volant Ital Volante Admiral. Bien proportionné et hyper agréable en main. Pour terminer, les freins.
On reste sur du japonais à fond la caisse, et pour le coup, c'est pas vraiment une qualité. La pédale donne un effet ressort, et malgré les 80 disques qui présentent une endurance très limitée au final, l'attaque Mollason mérite un bon coup de cheville pour mettre la pression à la tuyauterie. Heureusement, ils ne manquent pas de mordants et répondent présents quand on les sollicite. Bref, concentration obligatoire à ce niveau. Au quotidien, cette 86 consomme entre 7 et 11 litres au centre sans plomb et la mécanique fait face au temps tel le mont Fuji face au tremblement de terre sur l'archipel. Qu'est-ce que j'aime les métaphores de merde. Bref, nul besoin de vous parler du capital sympathie et de l'agrément de cette voiture pour vous faire comprendre à quel point elle est agréable à vivre. Cela étant, à l'époque où j'en cherchais une, elles étaient plutôt entre 1000 et 4000 balles. Aujourd'hui, le prix est vraiment hyper prohibitif. Mais bon, si vous voulez cette légende, vous devez au moins y réfléchir. Il s'agit là quand même d'une sportive à mi-chemin entre les vieilles gloires d'antan comme les Simca Rally et les GTI plus modernes comme les Golf et autres 205. C'est donc, je trouve, une bonne synthèse personnellement entre ces deux mondes. Mais selon vos goûts, elle ne sera peut-être pas assez sportive à l'attaque ou peut-être qu'elle ne sera pas assez polyvalente à l'usage. En gros, ça reste quand même une voiture rare et elle mérite vraiment beaucoup plus la passion que la spéculation. Et bien voilà les petits garagistes, l'essai de cette Super 86 est terminé, j'espère que ça vous aura plu de le regarder autant que moi de l'essayer, parce qu'il faut se l'avouer, c'est un peu ça aussi. En tout cas je te remercie, c'est super cool. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la restauration de cette merveille, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et sur sa page Facebook, donc à savoir c'est Projet 86, les deux. Et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai. Ciao ciao les petits garagistes. Avoue que la 86 c'est pourri. C'est mieux une CRX. Non, 86 c'est mieux. C'est mieux une CRX hein. Le mec il va le dire jusqu'à ce que ça soit fait.